Vous écoutez Europe 1. Il est 7h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Dans ce journal, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal. À 34 ans seulement, il est propulsé à la tête du ministère de l'Éducation nationale à la place de Pape Ndiaye. C'est le bouleversement principal de ce remaniement. Remettre le respect de l'autorité, les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. Ce sont les premiers mots du ministre Gabriel Attal. Qu'en pensent les syndicats d'enseignants? Nous leur avons posé la question. La canicule, il ne reste plus qu'un seul département en vigilance orange ce matin. Les Alpes-Maritimes. Dans le Var, on redoute toujours. Et maintenant, le retour des incendies. Enfin, le Tour de France. Jonas Vingegaard, toujours maillot jaune, une tunique jaune qui rapporte gros. Europe 1 s'intéresse ce matin aux différentes primes versées aux coureurs et à leurs équipes. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le communiqué officiel de l'Elysée est tombé à 19h40 hier soir, mais le secret avait été éventé bien avant. Ce sont les ministres eux-mêmes ou leur entourage qui ont informé la presse au fil de la journée. Du jamais vu pour un remaniement. Ce gouvernement Borne 3 acte la défaite de la société civile devant le politique. Le départ le plus emblématique, celui de Pape Ndiaye à l'éducation, remplacé par Gabriel Attal. À 34 ans, l'étoile montante de la Macronie bénéficie d'une nouvelle promotion, Alexandre Chauveau. Oui, et c'est déjà son 3e ministère depuis 2018. Celui que Jean Castex surnommait le jeune Gabriel prend donc la tête d'une administration pléthorique, 850 000 professeurs et 1,2 million de fonctionnaires. Un ministère en crise, panne de vocation chez les professeurs, entrisme religieux à l'école et une baisse continue du niveau des élèves. Alors face à ces défis, Gabriel Attal devrait incarner à nouveau un changement de ligne rue de Grenelle. Il compte ainsi revenir aux fondamentaux, comme il l'a indiqué hier soir lors de sa passation de pouvoir avec Pape Ndiaye. Après ce que le pays a traversé au début du mois de juillet, il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité, alors que nous sommes tous, tu l'as dit, encore si douloureusement meurtris par l'assassinat de Samuel Paty. Gabriel Attal devra aussi nouer une relation apaisée avec les syndicats, plutôt méfiants après sa nomination, mais qui ont déjà salué par le passé sa capacité à dialoguer. Sa première mission dans son nouveau costume est face à la pénurie d'effectifs, s'assurer à la rentrée d'avoir un professeur devant chaque classe. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À peine nommé, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a dévoilé sa feuille de route. Elle repose sur 3 piliers ou 3 fondamentaux, respect de l'autorité, savoirs fondamentaux et respect de la laïcité. Beau programme, clin d'œil de l'histoire ou du destin. Gabriel Attal a débuté sa carrière politique dans ce même ministère rue de Grenelle. Il était alors secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Il revient par la grande porte, Louise Salé. Syndicats comme parents d'élèves ont déjà beaucoup de choses à lui dire. Alors après les émeutes, il est urgent de redonner du sens à l'école pour construire une société plus apaisée. Gabriel Attal prône donc un retour à l'autorité. Grégoire Ancel préside la Fédération des parents d'élèves. L'autorité, effectivement, ça s'apprend. Nous, ce que l'on veut, ce sont des adultes face aux enfants pour leur apprendre les règles de vie ensemble. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de moins en moins d'adultes dans l'école, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient assistants sociaux. Et donc, nous, ce qu'on va demander à Gabriel Attal, ce sont des adultes face aux enfants pour pouvoir avoir ce travail éducatif. C'est effectivement le caillou dans la chaussure du nouveau ministre, la pénurie d'enseignants, même si elle est moins marquée que l'année dernière. 3000 postes n'ont pas été pourvus au concours cet été. L'attractivité du métier n'est donc toujours pas gagnée. Gabriel Attal va aussi devoir s'assurer de la mise en œuvre du pacte en septembre, ce contrat que les profs qui souhaitent être augmentés doivent signer, en échange de quoi ils assurent des missions supplémentaires, mais les enseignants se montrent très réticents à accepter des heures en plus. Dernier sujet dans les tiroirs, enfin l'uniforme à l'école. Le débat pourrait revenir sur la table selon l'entourage du nouveau ministre. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. À la table du Conseil des ministres, à 11h ce matin, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale devrait donc retrouver des visages familiers. Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Catherine Colonna aux affaires étrangères ou encore Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement un temps menacé conserve finalement son poste. Outre Pape Ndiaye, 7 autres ministres ou secrétaires d'État manqueront à l'appel, notamment François Braun et Marlène Schiappa, également remerciés. Quant à la prise de parole d'Emmanuel Macron tant attendue, elle aura lieu ce matin à 11h, juste avant le début du Conseil des ministres. Information du service politique d'Europe 1 à l'instant. 7h04 sur Europe 1, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. La canicule en France, vous nous le disiez Estelle, il ne reste qu'un seul département en vigilance orange ce matin. Il s'agit des Alpes-Maritimes. Dans le Var voisin, la chaleur se conjugue avec la sécheresse et désormais un grand risque d'incendie, Christophe.
Christophe. Le souvenir des incendies de l'été dernier reste gravé dans la mémoire des pompiers du département. Plusieurs massifs sont d'ailleurs interdits d'accès. Même chose dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Dans ces conditions, la prévention reste le moyen le plus efficace d'éviter la catastrophe. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, s'est rendu dans la salle de commandement opérationnel des pompiers du Var. Reportage. Cette salle, c'est le cœur du dispositif opérationnel des pompiers, le lieutenant Frédéric Marie. Nous avons un opérateur pour l'aérien, aux avions bombardiers d'eau et hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons un secteur terrestre qui gère les véhicules au sol. Au mur, des écrans géants et des cartes DFCI avec l'ensemble des coordonnées géographiques permettent de suivre en temps réel les événements. La salle opérationnelle est en contact permanent avec les 6 tours de guet activées dans le Var. Ce sont nos yeux, ce sont eux qui nous donnent l'idée que représente un feu de forêt avec la fumée, de quelle manière elle est couchée, est-ce qu'on voit des flammes, est-ce qu'il y a une propagation. Par rapport à ça, on va faire partir les engins adaptés. Et en plus de ça, nous avons nos caméras. Au total, 20 caméras. Je peux zoomer. Vous voyez qu'on est quand même extrêmement précis. On peut voir des zones à risque, des habitations ou des campings. Et les citoyens peuvent aussi aider les soldats du feu. Le capitaine Stéphane Nepper, des pompiers du Var. Aujourd'hui, un particulier, lorsqu'il contacte les secours, on a un procédé qui permet de faciliter sa géolocalisation au travers d'un lien qui lui est envoyé par SMS. Localiser correctement l'intervention, ça fait gagner du temps. Et d'avoir des informations concrètes, ça permet de dimensionner le dispositif. Un nouvel outil précieux pour les incendies, mais aussi le secours à personne. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une équipe de chercheurs a peut-être trouvé la molécule qui freinerait la dégradation des facultés cognitives. L'essai clinique grandeur nature de phase 3, la phase ultime de test avant la mise sur le marché, a donné des résultats très prometteurs. Ils ont été publiés dans la revue scientifique JAMA. Ce traitement pourrait voir le jour dès cette année aux États-Unis. La lutte contre la maladie a peut-être fait un pas décisif, Yasmina Katou. Oui, chez les patients qui sont à un stade précoce de la maladie, le traitement a permis de réduire de 35% le déclin cognitif et fonctionnel, c'est-à-dire la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. Concrètement, grâce au donanemab, on peut dire que les malades ont gagné 7 mois et demi sur l'avancée normale de la maladie. Maï Panchal de la fondation Vaincre Alzheimer décrit le fonctionnement du médicament administré en intraveineuse pendant 1 an et demi. Cet anticorps dans le sang, il va aller jusqu'au cerveau, sur les plaques amyloïdes qui sont les dépôts toxiques qu'on retrouve dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Donc cet anticorps, il est capable de nettoyer le cerveau des plaques amyloïdes. Mais le traitement peut entraîner des effets secondaires graves avec des œdèmes ou des hémorragies cérébrales. 3 décès de participants à l'essai clinique seraient liés au traitement selon l'étude. Par ailleurs, si les autorités américaines autorisent le donanemab, il ne pourrait profiter qu'aux malades d'Alzheimer qui sont à un stade peu avancé de la maladie. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. La santé, toujours. Elle fait l'objet d'un podcast Europe 1. Edith Schaeffer est l'invitée de Virginie Giraud. Elle revient en particulier sur l'origine du nom donné à la maladie d'Asperger. Et l'autre nom pour désigner ce trouble autistique, le syndrome d'Asperger, est associé au psychiatre Hans Asperger. Son passé et sa collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale indignent à juste titre la communauté scientifique. L'historienne Edith Schaeffer demande donc que le nom Asperger ne soit plus associé au trouble du spectre autistique. Écoutez. La définition de l'autisme par Asperger a été de plus en plus influencée par l'idéologie fasciste. Puis dans son article fondateur en 1944, dans lequel il a donné sa définition finale de l'autisme, Asperger a déclaré que ses enfants représentaient un danger pour la société. Il a même déclaré qu'ils étaient incapables de s'intégrer à la société, ce qui est une rhétorique fasciste pure et simple. Edith Schaeffer, invitée de Virginie Giraud. Edith Schaeffer, historienne américaine, qui est en pointe des recherches sur le médecin Hans Asperger, celui qui a donné son nom au syndrome autistique, donc invitée au cœur de l'histoire, l'émission en version podcast, présentée donc par Virginie Giraud sur Europe 1. Vous pouvez retrouver ce podcast sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr dès maintenant, naturellement. On passe au sport, Christophe, à 7h09 sur Europe 1 avec le Tour de France. Jonas Vingegaard, toujours maillot jaune, et toute son équipe, bien sûr, s'en félicite. Europe 1 s'intéresse ce matin aux différentes primes versées par l'organisation du Tour. Primes pour les sprinteurs, les grimpeurs, primes de victoire d'étape et bien sûr, primes maillot jaune. Il y en a beaucoup pendant ces 3 semaines. Martin Lange.
Oui, sur cette édition 2023, ASO distribue 2,3 millions d'euros de primes. Alors ça va de 500 000 euros pour le vainqueur final à 1 500 euros pour le coureur qui passe en tête d'un sprint intermédiaire. Des primes qui sont ensuite partagées entre coureurs. Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis. Ils ont exactement le même montant. Ça veut dire que quand Victor Lafay gagne, Alexis Renard gagne exactement la même chose. C'est de bonne guerre parce qu'on ne gagne pas s'il n'y a pas un travail derrière et ça incite aussi les équipiers à mouiller le maillot. Chez Cofidis, justement, le leader Guillaume Martin laisse sa part et 15% du pot commun est réservé au staff, tandis que chez Arkea Samsic, même les coureurs qui ne sont pas sur le tour sont intéressés. Anthony Delaplace. Ils auront 40% de nos prix du tour à se partager, toute l'équipe, tout le staff, et les 60% restants, on se les partage que les coureurs présents sur le Tour de France. Alors combien ça rapporte? Peu si l'on en croit Julien Jourdi, directeur sportif d'AG2R Citroën. À la fin de l'année, ça représente 1, 2, 3% de son salaire, la prime. Donc c'est rien du tout par rapport à d'autres sports où la presse monnaie, notamment le tennis, est hyper importante. Nous, les coureurs ne bonifient pas leur salaire grâce à la victoire. La principale source de revenus des coureurs, ça reste leur salaire versé par leur équipe. Un salaire qu'ils peuvent renégocier à la hausse en cas de belle performance. Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 sur la route du Tour de France. Victoire hier au sprint de Casper Asgreen à l'issue de la 18e étape. La 19e emmènera aujourd'hui les coureurs de Moirans en montagne à Poligny. J'espère que j'ai bien prononcé Moirans. C'est peut-être Moirans. Parfaitement. Moirans, oui. Christophe Lamar, merci. On va vous remettre les pieds dans l'eau, tiens, à 7h10 sur Europe 1. Avec la météo des plages, Estelle, on part d'abord en Méditerranée où la mer est agitée. Effectivement, Alexandre, la mer est beaucoup plus agitée qu'ailleurs, notamment à Nice hier où l'eau sera de 27 degrés avec 32 degrés à l'extérieur. Encore des températures encore très chaudes, en moyenne 36 degrés avec une eau à 27 degrés que vous trouviez à Ajaccio, Bastia ou encore Calvi. Et d'ailleurs sur la Méditerranée et la Corse, il faudra faire attention au soleil, l'indice UV est de 10. Sur la façade atlantique, l'océan Atlantique est très calme aujourd'hui avec très peu de vagues. À la Baule, 22 degrés dehors, 18 dans l'eau. Et puis un peu plus en hauteur sur les côtes de la Manche, il n'y a peu, voire pas de vagues. À Boulogne-sur-Mer, 19 sur le bord de plage et 18 quand vous êtes dans l'eau. Merci Estelle, il est 7h11. Dans moins de 10 minutes maintenant sur Europe 1, en route pour la Coupe du Monde de rugby. Un portrait de bleu, comme chaque vendredi ce matin. Charles Olivon, capitaine déclassé, mais de nouveau titulaire dans le 15 de France.